Je vous retrouve donc de l'autre côté dans cette deuxième vidéo destinée aux rêves dans le Magicien d'Oz. Et donc on va tout de suite poursuivre par rapport à là où on en était avant. La croisée des chemins. Donc pour aller chez le Magicien d'Oz, Dorothée doit suivre la route pavée de briques jaunes. Rapidement, elle se retrouve à un premier carrefour. Il y a là un épouvantail qui lui dit que chaque promeneur choisit le chemin qui lui fait envie. Autrement dit, à la croisée des chemins, tous les chemins mènent au Magicien d'Oz. J'aime beaucoup ce moment du film, car si tous les chemins mènent au Magicien d'Oz, cela signifie que tous les chemins mènent à soi. Et c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. En effet, dans la vie, il y a régulièrement des carrefours, des moments où on a le choix entre plusieurs possibilités. Et c'est alors très anxiogène, car on a l'impression que si on fait le mauvais choix, notre vie va en dépendre. Lorsqu'on se décide enfin à faire un choix, on a tellement idéalisé ce choix qu'on est forcément déçu et qu'on se met à idéaliser les autres choix qu'on n'a donc pas fait. Or, lorsqu'on est engagé dans un processus d'individuation, c'est-à-dire lorsqu'on cherche à être aligné avec sa nature profonde, cette situation revient absolument tout le temps. Et c'est là où l'enseignement du film est formidable. Il n'y a en définitive pas de meilleur chemin. Si l'objectif qu'on poursuit est juste pour soi, si on est aligné avec la direction, tous les chemins mèneront à soi. L'épouvantail sans cerveau. L'épouvantail est charmant mais triste. Il se plaint de n'avoir pas de cerveau, seulement de la paille dans la tête. On reconnaît sous les traits de l'épouvantail l'employé de ferme qui, au début du film, surréagissait dès qu'il se sentait attaqué sur son intelligence. Et donc c'est cet épouvantail qui dit à Dorothée « Si vous aviez une cervelle, que feriez-vous » Et alors ça, c'est vraiment la bonne question à se poser. On peut vraiment tirer un enseignement de cette scène. L'épouvantail est persuadé de n'avoir pas de cerveau. Or, cette question lui permet de raisonner. Et c'est bien la preuve qu'il a un cerveau, et qu'il s'agit donc ici d'une croyance limitante tenace. En psychologie analytique, on considère que lors de notre évolution, nous avons développé tel ou tel trait de personnalité en priorité, soit parce que c'était facile, soit parce que le contexte nous incitait à le faire. Par exemple, si on met en valeur le fait qu'une petite fille doit être sage, elle va développer ce trait de caractère car être sage lui permet d'être aimée. Et inversement, si on se réjouit qu'une petite fille est un vrai garçon manqué, elle souhaitera inconsciemment donner raison à la maman qui ainsi se reconnaît peut-être en elle. Et puis s'il y a plusieurs enfants dans la fratrie, les cadets prendront les traits de personnalité que le premier n'a pas pris, et on observe ainsi que les traits de personnalité sont finalement répartis bien souvent entre les frères et sœurs. Il en va de même pour les croyances limitantes impliquées dans les comportements. Un très bon moyen de renverser la tendance lorsqu'on veut progresser, c'est de se dire, comme l'épouvantail dans le film, si j'avais une cervelle, qu'est-ce que je ferais ? Et on peut remplacer le mot cervelle par les qualités qui semblent nous faire défaut. Pour l'épouvantail, c'est la cervelle. L'intelligence, à son sens, lui fait défaut. Mais on peut remplacer ça par toutes les choses qui nous concernent à nous. Par exemple, moi, j'ai toujours eu un gros problème avec mon image, au point que j'avais aucune photo de moi et que je supportais pas me voir en vidéo. Un jour, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, je me suis dit, si j'avais un rapport sain avec mon image, qu'est-ce que je ferais ? C'était il y a 2 ans, je me rappelle. La réponse, ça a été, je ferais une chaîne YouTube. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Le faire au moment où je m'en sentais incapable m'a permis justement de me débarrasser de cette étiquette, de l'étiquette je ne suis pas capable de faire des vidéos parce que je suis pas bien avec mon image. En le faisant, ça a fait s'envoler l'étiquette et donc ça m'a permis de donner tort à cette croyance qui me limitait. Ça a marché puisque j'ai plus de problème avec mon image aujourd'hui, c'est devenu un non-sujet et faire des vidéos me plaît beaucoup parce que ça permet de m'exprimer sur des sujets qui me passionnent et d'exprimer ma créativité et de gagner en confiance en moi et donc je suis très contente d'avoir sauté le pas. En tout cas, dans la scène d'après, l'épouvantail fait d'ailleurs preuve de ruse et dans sa volonté de protéger Dorothée, il se révèle être le stratège du groupe. La mission, l'objectif fixé, qui est d'accompagner Dorothée jusqu'au bout pour récupérer une cervelle justement, c'est cet objectif qui va lui permettre de développer un trait de personnalité qui jusqu'alors, dans son job d'épouvantail, n'avait juste eu pas l'occasion de se développer et qui donc semblait absent. En tant qu'épouvantail, coincé comme ça sur son poteau, il n'a pas trop d'occasion de se montrer intelligent et perspicace. Grâce aux épreuves pour conquérir cette qualité, il est devenu l'homme d'acier sans cœur et le lion sans courage. Les 2 rencontres suivantes de Dorothée et de l'épouvantail sont un homme d'acier et un lion.
Suivant le même principe que le personnage de l'épouvantail, l'homme d'acier ressemble à un autre employé de ferme, un des trois qu'on avait aperçu au début du film, celui qui se plaignait de n'avoir pas de cœur, et donc d'être pas un homme d'acier, justement, il avait dit ça. Donc notre homme d'acier, qui pour le coup est un vrai homme d'acier ici, et qui a les traits de cette personne de l'entourage de Dorothée, de cet employé de ferme, se plaint de n'avoir pas de cœur et ça le rend triste et ça le fait pleurer et donc ça le fait rouiller. Évidemment, s'il n'avait pas de cœur, il ne pourrait pas pleurer. Ce personnage de l'homme d'acier me fait penser aux personnes qui ont un blocage émotionnel ou qui ont verrouillé l'accès à leurs sentiments. Tout est en eux, rien n'a disparu, et pourtant, à force de se croire froid ou peu émotifs, ou de se persuader qu'ils sont bloqués, de se raconter tout le temps qu'ils sont bloqués, ou encore incapables d'être amoureux, on entend des personnes comme ça, en fait, ils s'en persuadent et ils s'enferment dans leurs croyances et ils finissent par rouiller en quelque sorte. Enfin, les trois compagnons d'infortune se voient rejoints par un lion pleurnichard qui se désole quant à lui de n'avoir pas de courage. Donc on a l'homme d'acier qui veut récupérer un cœur, le épouvantail qui veut un cerveau, et ce lion-là, il veut du courage. Sous les traits du lion, on reconnaît le troisième employé de ferme du début, celui qui avait sauté sans réfléchir dans l'enclos des cochons au secours de Dorothée. La peur qu'il avait ressentie pour elle lui avait fait craindre pour son cœur. Alors est-ce qu'il était cardiaque ou hypocondriaque, on ne sait pas trop. Ou juste il avait peut-être juste eu la frousse. En tout cas, il est une recrue idéale pour incarner dans le rêve la question de la peur et de son corollaire, la question du courage. Dans courage d'ailleurs, il y a le mot cœur. Dorothée se voit donc accompagnée dans la suite de son voyage jusqu'au palais du magicien d'Oz de trois compagnons qui mettent l'accent sur trois problématiques qui accompagnent Dorothée en ce moment, dans son évolution d'adolescente qui devient femme. Le rapport à la réflexion avec le personnage de l'épouvantail, elle qui est impulsive et assez irréfléchie, la place du sentiment et de ses valeurs avec l'homme d'acier, elle qui est quand même assez égoïste et qui ne pense pas une seule seconde aux personnes qu'il aime en prenant la fuite. Également, la question de la gestion des émotions et de la mise en action avec des actions qui sont alignées. Donc on a ici le lion peureux qui incarne cette problématique, puisque, évidemment, elle n'était pas sur des actions très matures. Et surtout qu'elle partait en écoutant sa peur. Or la peur, à part des contextes de danger réel, où la peur est vraiment quelque chose qui nous protège, la peur, c'est-à-dire l'anxiété ou l'angoisse ou la crainte, ce genre de choses n'est pas du tout bonne conseillère. On pourra faire une vidéo d'ailleurs sur la peur, la différence entre la peur, la crainte, l'anxiété. Ça peut être intéressant, je me le note. Dans ce quatuor, Dorothée incarne la spontanéité, la passion et le panache de la jeunesse. C'est elle qui va permettre à tout ce petit monde d'avancer. On a compris que ce sont des personnages de son petit théâtre intérieur. Tous ces personnages-là sont des parties d'elle en réalité. Et donc, son insolence à Dorothée et sa révolte d'adolescente sont en train de se transformer en une réelle énergie motrice qui lui permet de découvrir l'étendue de sa force intérieure. Elle est donc en train de faire l'expérience de son intuition. Les épreuves de la sorcière. Les quatre amis arrivent au palais d'Émeraude où vit le magicien d'Oz. Mais ils ne peuvent pas y entrer. Pour être introduits dans son palais, le magicien d'Oz pose une condition. Il leur dit « Ramenez-moi le manche à balai de la sorcière de l'Ouest ». Ils s'aventurent donc dans la forêt inquiétante du territoire de la sorcière. La sorcière leur envoie plusieurs épreuves dont ils vont réussir à se sortir en comptant sur les qualités des uns et des autres. On dit que les épreuves nous révèlent à nous-mêmes et ici c'est vrai, c'est dans l'adversité qu'on peut prendre conscience des ressources que l'on porte en soi. Ainsi, la sorcière est un élément indispensable du rêve. Elle incarne l'ombre, c'est-à-dire les difficultés de la vie, mais également une partie de soi qui peut envoyer ses sbires pour maintenir l'ordre ancien. Et donc des difficultés qui viennent de soi. En effet, l'ombre, c'est une représentation de l'inconscient dans un premier temps, et donc tant qu'on n'a pas pris conscience de certaines choses, de certains mécanismes qui nous pilotent, on va dire, on se retrouve dans des situations qui se ressemblent et se répètent sans cesse, avec des accents d'auto-sabotage et de mise en échec. Les épreuves envoyées par la sorcière sont de cet ordre-là. À chacun des assauts de la sorcière, les quatre compagnons vont chercher en eux les qualités nécessaires à s'en sortir. L'épouvantail va briller par son intelligence, l'homme d'acier va se révéler être un vrai homme de cœur, totalement dévoué à ses amis, et même le lion va être capable de surpasser ses peurs pour protéger les trois autres. Autrement dit, étant donné que le rêve raconte l'évolution de Dorothée sur un plan psychique, pour grandir, Dorothée doit accueillir sa réflexion
comme l'épouvantail, ce que son impulsivité ne lui permettait pas, mais également son sentiment comme l'homme d'acier, autrement dit être moins égoïste et être consciente de l'amour autour d'elle et de se connecter à l'amour en elle aussi, et ne pas se laisser manipuler par sa peur, comme le lion, autrement dit ne pas fuguer par peur du voisinage et par peur d'affronter ses responsabilités. Merci d'avoir regardé cette deuxième vidéo, et donc il y en a une troisième, je vous invite à cliquer